Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, le très controversé patron de beurre démissionne après 8 ans aux commandes du groupe à succès. Travis Kalanick renonce au groupe qu'il a fondé. Nous verrons pourquoi. Fini la guérilla, place à la vie civile. Le processus de désarmement des FARC arrive à son terme. Les ex-combattants s'attellent désormais à construire leur nouveau foyer. Et puis des enfants de moins de 4 ans en prison. C'est une réalité en Argentine. Des bambins élevés par des mères condamnées dans les conditions de vie pourraient toutefois bientôt s'améliorer, vous verrez. Mais tout d'abord, notre chiffre de la semaine 8. Cela fait 8 ans que Uber a fait irruption et profondément bouleversé un secteur autrefois non concurrencé, celui des véhicules avec chauffeur. L'entreprise a depuis connu son lot de succès, de polémiques aussi. Son fondateur et PDG, Travis Kalanick, a finalement démissionné. Christophe Dansette. C'était il y a 4 mois. Un soir de février, Travis Kalanick rentre chez lui en Uber. Dans la voiture, il est interpellé par le chauffeur. La scène est filmée par une caméra embarquée. S'ensuit une discussion et une altercation. La vidéo diffusée par Bloomberg fait le tour du monde et le patron d'Uber doit rapidement s'excuser. Un bad buzz dramatique pour la réputation déjà écornée de ce quadragénaire. Travis Kalanick crée sa start-up en 2009. À l'époque, c'est une révolution. Le principe est simple, commander un chauffeur sur une application de smartphone. Très vite, le succès est au rendez-vous. Uber grandit. 8 ans plus tard, le service est disponible dans plus de 500 villes dans le monde. On s'est mis sur l'iPhone App Store et depuis, ça n'a pas cessé de prendre. Mais l'image de cette start-up devenue géant se dégrade. Dans de nombreuses villes, les taxis sont en colère et dénoncent une concurrence déloyale. Les chauffeurs d'Uber eux-mêmes se mettent en grève dans plusieurs pays. Ils se disent exploités et demandent de vrais contrats. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la condition des chauffeurs. C'est la paupérisation en fait, des chauffeurs et uniquement ça. Aux États-Unis, le groupe est empêtré dans une affaire judiciaire avec Google en raison de soupçons de vol de technologie. En janvier, l'entreprise est à nouveau dans la tourmente car Travis Kalanick est accusé de soutenir Donald Trump et ses décrets sur l'immigration. Une campagne de boycott s'organise sur les réseaux sociaux. S'ajoutent à cela des accusations de harcèlement et de sexisme en interne qui nuisent à l'image du groupe. Plusieurs membres du conseil d'administration doivent démissionner. Un rapport accablant rédigé par l'ancien ministre de la Justice de Barack Obama, Eric Holder, émet plusieurs recommandations la semaine dernière, dont le retrait du PDG. Travis Kalanick décide d'abord de prendre un congé, mais il ne résistera pas longtemps à la pression des actionnaires. L'emblématique patron est donc poussé vers la sortie, lui qui en quelques années seulement est parvenu à se construire une fortune de plus de 6 milliards de dollars. C'est l'un des visages les plus connus à Washington, l'une des personnalités aussi les plus critiquées. Sean Spicer, actuel porte-parole de la Maison-Blanche, pourrait voir prochainement ses fonctions évoluer. Ludovic de Foucault, bonjour. Bonjour. Ça fait des semaines finalement qu'on entend parler d'un remaniement complet de l'équipe de communication de la Maison-Blanche et pourtant, pour l'instant, personne ne se précipite au portillon. Et non, personne, parce que c'est un métier très difficile que celui de Sean Spicer. C'est pas facile de communiquer pour Donald Trump quand on n'est pas Donald Trump. Quand on lit la presse américaine, on se rend compte que la plupart des conservateurs, des républicains à Washington considèrent que c'est même le poste le plus exposé, le plus difficile à la Maison-Blanche dans l'administration Trump. Je vais vous citer Charles Black, c'est un vétéran du lobbyisme républicain. Il considère que Donald Trump a été son meilleur communicant, son propre meilleur communicant ces 50 dernières années, autant sur le plan public que privé. On sait que les deux communications sont assez liées chez Donald Trump, d'autant plus qu'il utilise Twitter, un outil qui lui permet de communiquer directement, librement, sans entrave, en outrepassant même les conseils que pourrait lui donner son entourage, en tweetant à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ça facilite pas le travail de ses équipes de communication. Il y a des situations dans lesquelles Sean Spicer se retrouve à devoir expliquer des éléments de langage qu'il ne maîtrise pas et on a l'impression qu'il n'a même pas été mis au courant. Je vais vous montrer une situation, par exemple, qui ressemble à cela. C'était le 31 janvier dernier, à propos du travel ban.
This is not a Muslim ban. It's not a travel ban. It's a vetting system to keep America safe. That's it, plain and simple. Saying it's not a ban. This was President Trump's tweet yesterday. If the ban were announced with a 1-week notice, the bad would rush into our country during that week. So he says it's a ban. I mean, he's using the words that the media is using. But at the end of the day, it can't. Hold on. It can't be. It can't be. Jonathan, thanks. I'll let Kristen talk. Voilà, donc là, c'est un vrai brouhaha. On se rend compte que le porte-parole est contredit par son propre patron, par le président. Et finalement, le message est complètement brouillé. Bon, malgré tout, a priori, il va y avoir des changements, on ne sait pas quand. Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements sur la forme, notamment ? Oui, probablement, parce qu'on le voit déjà ces dernières semaines, les conférences de presse ne sont plus exactement comme elles l'étaient au début du mandat de Donald Trump. Par exemple, les caméras ne sont plus toujours bienvenues, et puis elles sont moins fréquentes. Donald Trump l'avait lui-même tweeté le 12 mai dernier. Il avait posé cette question. Peut-être la meilleure chose à faire dorénavant serait d'annuler tout simplement les futures conférences de presse et remettre à la main des réponses écrites pour plus de précision. Donc, on a quelques informations qui émanent de la presse américaine. Les briefings seraient dorénavant plus courts, ils seraient moins fréquents, seulement une fois par semaine. Et les questions des journalistes devraient d'abord être soumises à l'écrit. Alors reste à savoir qui pour remplacer Sean Spicer. Des personnalités de la presse américaine conservatrice, on parle de Fox News ou du Daily Mail, ont été approchées, mais pour l'instant, elles ont toutes décliné. Merci beaucoup Ludovic, affaire à suivre donc. Allez, direction à présent la Colombie où le processus de paix se poursuit avec les FARC. Conformément à l'accord signé l'an dernier, une phase de normalisation a d'ores et déjà été engagée dans le pays. Les anciens combattants sont appelés à retourner à la vie civile. Les FARC le surnommaient le médecin. Pendant des années, Mauricio Jaramillo était l'un des principaux dirigeants de la guérilla. Aujourd'hui, il se bat pour la paix. Il a fait partie de la délégation qui a négocié à Cuba. Il a obtenu une amnistie et vient de rendre les armes. Les armes, ce n'est que du métal. Ce n'est pas un fétiche pour nous. Elles ont rempli une fonction déterminée à un moment déterminé. Aujourd'hui, nous prenons une décision politique. Nous n'en avons plus besoin. Plus besoin non plus de vivre dans la clandestinité. Le médecin des FARC va s'installer dans un nouveau village avec 300 autres anciens combattants et un certain nombre de civils. Ici, les maisons sont encore en pleine construction. Norbert Hernandez, lui aussi ancien guérillero, est en train de terminer la sienne. Je n'ai pas dormi dans un lit depuis 21 ans et aujourd'hui je suis heureux parce que ce sera la première nuit de mon retour à la vie civile. Ces hommes ne comptent pas abandonner certains aspects de leur vie d'avant, une vie en communauté. Nous ne sommes pas en train de dire que nous allons créer une petite enclave communiste. Des règles devront être établies. Nous croyons cependant que nous pouvons créer ici une société dans laquelle l'aspect communautaire prime sur l'individu. Le village se veut éco-responsable. Tout est prévu, une école, des parcelles d'agriculture, des serres. Il ne manque qu'un réseau téléphonique de qualité, car le retour à la vie civile passera aussi par là. Notre image de la semaine, celle d'un enfant élevé derrière les barreaux dans une prison d'Argentine. Dans le pays, les mères condamnées peuvent être accompagnées de leurs enfants jusqu'à leurs 4 ans. Mais les conditions de vie sont souvent déplorables, pas du tout adaptées. Cela pourrait prochainement changer. Dans la banlieue de Buenos Aires, une prison offre désormais aux détenus ayant fait preuve de bonne conduite l'accès à de nouvelles maisons de vie. Un cadre plus sain, plus intime aussi. Reportage signé Mathilde Guillaume et Ryan Indy. Aujourd'hui, la petite Sol fête ses 1 an. Un anniversaire, tout ce qu'il y a de plus classique, dans une maisonnette qui ressemble à toutes celles de la banlieue de Buenos Aires. Sauf que nous sommes à la prison d'Ezeiza et que ces 3 femmes sont les premières détenues du pays à bénéficier de cette expérience. Vivre entre les murs, mais presque comme à la maison. En Argentine, les mères détenues vivent avec leurs enfants jusqu'à leurs 4 ans. Cette maisonnette a changé leur quotidien. Aucune comparaison. Il n'y a pas de cris, de bruit de grille et de cadenas comme dans les cellules. Ici, il dort tranquillement. Plus d'intimité, une apparence de normalité.
Au moins ici, il sait ce qu'est une porte qui ouvre, des fenêtres sans grille, une salle de bain. Avant, dans ma cellule, il y avait une fenêtre à peine grande comme ça. Nancy, Romina et Myriam ont été transférées ici il y a 5 mois. Une récompense pour leur bonne conduite. Sauf que nous sommes à la prison d'Ezeiza et que ces 3 femmes sont les premières détenues du pays à bénéficier de cette expérience. Vivre entre les murs, mais presque comme à la maison. Mais le monde carcéral ne se laisse pas oublier si facilement. À quelques dizaines de mètres de ce confort relatif, les autres détenus et leurs enfants continuent leur vie derrière les barreaux, au contact permanent des gardiennes. Des conditions bien plus dures en cellule qui sont la règle dans tout le pays. La petite Alma est née ici. Elle ne connaît pas le monde extérieur. La prison, c'est normal pour elle. Elle est déjà sortie, en visite, mais pour elle, son monde, c'est ici. Et dans la rue, elle a un peu peur. Les conséquences d'une enfance en prison commencent juste à être mesurées. Une équipe psychopédagogique est arrivée à Ezeiza en même temps que la maisonnette. Bien sûr, les murs, les gardes, les grilles sont là. Mais la maison atténue un peu tout ça. Il faudra voir quand ces enfants auront grandi, quel est le résultat. La petite maison dans la prison est pour l'instant un prototype. Mais bientôt, plusieurs autres devraient être construites pour les plus de 1000 mères incarcérées en Argentine et pour leurs enfants. Allez, pour finir, une image qui n'aura pas échappé aux Costa-Ricains. En visite dans le sud du pays, le chef de l'État qui inaugurait une usine d'asphalte a eu le droit à un petit déjeuner très particulier. Regardez un peu. Alors qu'il s'exprimait devant la presse, il a été surpris par une guêpe qu'il a par inadvertance avalée. Au lieu de paniquer, Luis Guillermo Solís Rivera s'est contenté de prendre ça avec humour. Ça fait un peu de protéines, a-t-il lancé devant une foule de journalistes amusés. Succès évidemment garanti, vous n'en doutez pas, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. Reporter, présenté par Antoine Cornery. Cette semaine, France 24 vous emmène à Los Angeles à l'aube de la Première Guerre mondiale. En 1913, Cécile B2000 produit le premier film entièrement tourné à Hollywood. Le début d'une longue série, car la guerre qui se prépare en Europe va permettre l'explosion du cinéma américain. Le pays s'engage dans le conflit et le cinéma patriote se développe sous l'influence du gouvernement. L'objectif ? Remonter le moral des Américains et diffuser une propagande anti-allemand. David Griffiths, Mary Pickford ou Charlie Chaplin, découvrez comment des personnalités engagées ont participé à la naissance de la capitale mondiale du cinéma. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.